Le débrief, c'est désormais un grand débrief de l'ActuTech dans Smart Tech. On a 28 minutes ensemble, chers débatteurs. Aujourd'hui avec moi, autour de la table, Vanessa Bouchara. Vous êtes avocate spécialiste en propriété intellectuelle. Alain Staron, notre fidèle Alain, le disrupteur, président d'Artifil. Et Adrien Badevant, c'est votre premier débrief avec nous. Bienvenue sur ce plateau. Avocat, spécialiste également en propriété intellectuelle, droit des technologies, membre du Conseil national du numérique. Bonjour à tous les trois. On va commencer avec ces résultats incroyables, spectaculaires de Nvidia. Enfin, incroyable, vous allez peut-être me dire que non, vous vous y attendiez. En tout cas, c'est supérieur aux attentes des analystes, les spécialistes, puisque au second trimestre clos le 31 juillet, on a un chiffre d'affaires record de Nvidia qui dépasse les 13 milliards et demi de dollars, en hausse de 88% par rapport au premier trimestre. C'est plus du double par rapport à l'année précédente. Bénéfice net de 6,19 milliards contre 656 millions un an auparavant. Alors, est-ce que vous êtes surpris, tiens, justement, Adrien? C'est pas un succès qui s'est bâti en une nuit, en tout cas, puisque c'est une boîte qui a déjà 30 ans, qui a fait 30 milliards d'investissements en R&D, donc il faut voir tout l'iceberg, tous les investissements qui ont été réalisés jusqu'à présent. C'est une boîte extrêmement innovante, elle fournit des cartes, des puces graphiques pour des entreprises très différentes, des jeux vidéo jusqu'à tous les modèles d'IA génératifs qui sont très consommateurs de ces unités-là. Et puis elle développe aussi des modèles algorithmiques comme les NeRF qui permettent de reconstituer des scènes 3D à partir d'images 2D. Donc c'est une boîte très très innovante. Ouais, c'est ça qui est intéressant aussi avec Nvidia, c'est que ça démarre par une histoire autour du jeu vidéo, des puces graphiques hyper performantes pour le jeu. Et puis il y a eu ce virage qui a été pris finalement assez tôt par Nvidia sur le thème de l'intelligence artificielle, puisqu'aujourd'hui, pour entraîner les algorithmes, il nous faut beaucoup de puissance de calcul. C'est ça, l'intelligence artificielle générative. Et c'est là-dessus que Nvidia est vraiment un leader et se positionne, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, sur l'innovation, sur la technologie. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Nvidia est un grand déposant de brevets, puisqu'ils ont déposé plus de 600 brevets ces dernières années. Donc, on a vraiment une société qui investit dans sa technologie, qui investit en termes d'argent, qui investit en termes de ressources et qui veut se présenter comme précurseur et comme une référence en la matière. Peut-être qu'il va falloir rajouter encore une lettre à ces big tech, puisque la capitalisation boursière devance celle de Meta et de Tesla. Ils sont cinquièmes quand même en termes de capitalisation boursière dans les tech américaines. Alors Tesla, impressionnant. La montée, Meta, moins sûr. Mais... non, mais parce que Meta, ici, on n'aime pas, ça mauvaise presse. Mais enfin, Meta, c'est pas non plus la dernière roue du carrosse dans la tech. Je suis d'accord. Bon, enfin, ils ont quand même quelques casseroles et pas forcément les bons choix. Nvidia, je trouve qu'ils ont eu aussi de la chance. Pardon d'être un peu iconoclaste. Toujours dans l'entrepreneuriat. Ah, mais plus que d'autres. Ouais, j'ai beaucoup d'admiration pour les boîtes qui arrivent à se renouveler, à se métamorphoser, à se disrupter elles-mêmes. Oui. Et pour moi, l'archétype, c'est Netflix, qui a scié la branche sur laquelle il était assis pour faire autre chose, qui a fait x10. C'est-à-dire la vente de DVD pour passer au streaming. Et il a fait x10 en termes de chiffre d'affaires. Nvidia, ils ont fait x6, mais parce qu'il a eu du bol, c'est qu'il faut à peu près la même architecture pour faire de l'IA que pour faire des jeux vidéo. Et quand on regarde bien, toute la croissance, elle est évidemment sur l'IA, et l'IA, c'est pas lui. Lui, il met la machine qui marche bien, il a de la chance d'avoir effectivement beaucoup d'innovation qui fait qu'il est pile poil là où il faut. Enfin, le marché, il est venu à lui, c'est pas lui qui a créé le marché. Oui, mais très tôt, ils ont quand même communiqué sur l'intelligence artificielle, sur les besoins en calcul. Mais parce qu'ils ont la bonne architecture pour répondre, faire simple, au réseau de neurones. Ils ont la bonne architecture. À la base, c'était ça. C'est-à-dire qu'un réseau de neurones, c'est que des microprocesseurs en parallèle. Une carte graphique, c'est que des microprocesseurs en parallèle. Donc, c'est juste la même chose. Donc, une fois qu'il a compris ça, il se met là-dedans. Il y a des Nvidia dans toutes les voitures Tesla, pour rebondir sur la même chose. Ouais. Et dans beaucoup de voitures dites autonomes. Donc, il part là-dessus parce que c'est techniquement la même chose. Et après, il suit de près l'évolution de l'IA. Et ça montre quand même l'agilité, la capacité de suivre la bonne tendance. Il est agile, mais il part avec la bonne paire de baskets dans une pente. Alors, on continue à parler de cette intelligence artificielle qui bouscule vraiment tous les marchés avec ce pari français. C'est une start-up américaine. Alors, elle est née depuis peu, au mois de mai. Je n'ai même pas de site internet. J'ai regardé encore ce matin, j'ai vérifié.
Bon, c'est tout récent, ça s'appelle Poolside AI et c'est en train aujourd'hui de chambouler le paysage français puisque ce sont des investisseurs français qui sont autour du second tour de table de cette start-up, un second tour de table de 100 millions de dollars qui viendrait compléter donc la première enveloppe de 26 millions de dollars. C'est une info qui est sortie chez Sifted, donc qui suit justement tous ces investissements dans les techs européennes depuis les États-Unis. Et alors là, on nous dit, dans ces investisseurs, c'est principalement des Français. On peut citer Xavier Niel, Rodolphe Saadé, qui mettent de l'argent dans cette boîte et qui vont même pousser la start-up à installer son siège social à Paris. Ce qu'ils ont fait il y a 1 mois déjà. Ouais. C'est quand même incroyable. Incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est très intéressant de voir à quel point on veut aussi recentraliser en France un certain nombre de technologies. Parce que, d'ailleurs, ça fait partie de la politique de Macron qui a indiqué qu'il allait investir énormément pour justement qu'il y ait au niveau européen et plus principalement en France, un vrai noyau dur lié au développement de ces technologies. Mais pourtant, on n'a pas l'impression que le paysage réglementaire soit très favorable au développement des startups de l'IA. Et justement, c'est ça qui est très encourageant, je pense. C'est de voir qu'on n'est pas que sur le réglementaire en Europe. On a un écosystème français de l'IA qui est très vibrant. Il faut voir que parmi les personnes qui développent les modèles de LLM, les Large Language Models, il y a principalement, dans les 100 personnes qui sont capables d'avoir ces talents, une vingtaine de développeurs qui viennent de France et d'Europe. Et véritablement, ils sont tous en train de se localiser là. Il y a d'autres entreprises comme Mistral AI qui ont fait des levées de fonds significatives, qui ont une approche qui est très intéressante open source et qui, en fait, montre qu'en Europe, on cherche aussi à créer des leaders sur ces marchés-là et pas uniquement à faire de la régulation qui est importante, mais qui n'est pas suffisante si on veut aussi avoir des alternatives. En tout cas, ça ne les effraie pas, les startups. Ça, c'est quand même intéressant. Non, je pense qu'au contraire, ça les motive et ça les challenge. Ouais. Donc c'est intéressant. Ouais. En même temps, si on part sur le marché le plus difficile à adresser, après on est tranquille, on peut conquérir le monde. Là, en l'occurrence, c'est les investisseurs qui font le move. Ouais. C'est les investisseurs qui disent, OK, c'est un sujet sur lequel il faut investir, on y va, et fin du complexe. L'Amérique, non. Maintenant, on est capable de faire aussi bien chez nous, donc vous pouvez vous installer à Paris. Mais est-ce qu'on est à un tournant, là, d'après vous ? Est-ce qu'il est en train de se passer quelque chose d'important pour la France, pour l'Europe ? Pour moi, c'est en matière de peut-être davantage, d'un seul coup, technologique. C'est moins un tournant que... Enfin, c'est quand même un tournant, mais ces technologies ont un fondement assez européen. De par le cursus, principalement, et pas que, mais enfin, on va commencer par là, mais depuis très très longtemps, Lequin, il est français. Yann Lequin qui travaille pour Meta. Ouais. Mais il alimente les profits de Meta, ce qui est toujours un peu embêtant. Qui paye pas. Bon, j'arrête les bêtises. Donc, c'est très bien. Donc, on a un fond, un terreau culturel favorable à l'IA pour des raisons que. Enfin, c'est l'école mathématique française, entre autres, qui a été très bonne pendant des années et qui contribue à ça. Alors là, c'est là aussi, c'est quand même sympa. C'est d'un seul coup, on nous dit on a une excellence française en matière de formation en mathématiques. Mais oui, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent résoudre des équations. Enfin, en tout cas, on avait, parce que c'est pas forcément ceux qui sortent de l'école aujourd'hui. Alors, détrompons-nous là-dessus. En moyenne, le niveau baisse, les excellents sont toujours excellents. Ouais. Et toujours top du top. Alors, oui, mais ce qui pose un autre problème de démocratie, d'acceptation du modèle. Mais les excellents sont toujours excellents, donc la France est toujours excellente, et il se trouve que ces technologies d'IA, qui sont principalement des maths, servent. Comme en même temps, on s'est décomplexifié, et ça, probablement que le président Macron a contribué, Startup Nation, etc., allons-y, au CIS, on est numéro 2, bref, tout va bien. Et du coup, les investisseurs, quand ils investissent, au lieu de dire j'investis aux US, et puis je prends l'avion toutes les semaines pour aller voir ce qui se passe aux US, j'investis dans une boîte américaine, je dis maintenant c'est toi qui prends l'avion, tu t'installes ici. Et donc cet ensemble, cette conjonction fait qu'effectivement, on est probablement un tournant, mais qui est un mélange. Il y a le travail de la BPI aussi, parce qu'on voit la BPI aussi là derrière les investisseurs. Il me semble qu'il ne faut pas raisonner qu'en termes d'immatriculation ou de nationalité des fondateurs, puisque ces entreprises-là, elles se voient déjà comme des boîtes internationales. Il s'avère qu'elles sont basées en France, mais il y a toute une ambivalence sur la souveraineté numérique. Et à chaque fois, est-ce que c'est français ? Cette boîte n'est pas pour autant française, mais ce qui est intéressant, c'est l'écosystème français. Est-ce qu'on a un écosystème qui est vibrant ?
Elle a fait une levée de fonds significative, cette entreprise, mais il y en a plein d'autres qui ont fait des levées de fonds. Hawking, dans la santé, très intéressante. Dust, on peut en citer des dizaines. Et on a un écosystème de chercheurs et aussi d'entrepreneurs autour de l'IA qui est très vibrant en France. Et à Paris, en ce moment, il y a beaucoup de boîtes qui s'y immatriculent. Mais ça n'en fait pas pour autant tout le temps. Peut-être aussi parce qu'on leur déroule le tapis rouge. Hein. Je citais la BPI, mais on fait ce qu'il faut aussi hein, pour les attirer. C'est une conjonction de plein de choses. Après, reste à savoir comment on récolte les fruits. Non, mais, et si les capitaux sont en majorité français, on va en récolter les fruits mécaniquement. Ouais. Mais c'est là où il faut raisonner aussi en écosystème. C'est là où la donne est en train de changer aussi. Exactement. Hein. Ouais. Exactement. C'est à nouveau, et pour le coup, on parle bien de souveraineté. On s'en fout de savoir les données où elles sont, Ouais. sur la souveraineté économique. La BPI a une enveloppe notamment qu'elle chapeaute de 500 millions pour des projets qui développent, des projets d'IA qui s'inscrivent autour des communs numériques. Donc il y a aussi, je pense, là-dessus une approche, je ne sais pas si on peut dire à la française ou à l'européenne, mais qui est de dire peut-être qu'au lieu d'avoir des modèles qui sont que propriétaires, on peut aussi avoir des modèles qui puissent être réplicables dans d'autres situations, qui puissent avoir un impact social ou sociétal. Donc c'est ça que je pense qu'il faut aussi avoir en tête. Et avec un truc nouveau, en termes de réglementation, c'est que la réglementation n'est plus l'opposé des profits et de la défense du consommateur. L'Europe, ça a beaucoup été, je réglemente pour éviter des gros. Donc il n'y a pas de gros européens, mais il y a des gros chinois et des gros américains. Donc ça, ils sont en train d'évoluer. Ils disent effectivement, il faut réglementer pour protéger le consommateur, mais un géant n'est pas forcément l'ennemi du consommateur. Pas forcément. Donc la réglementation s'est beaucoup affinée. Et du coup, ça va. Je sais pas, Vanessa, ça bouge vraiment là-dessus? Ça bouge effectivement un peu. Je suis assez d'accord sur le fait que aujourd'hui c'est une tendance globale et avec une manière finalement française, tout en restant quand même dans un écosystème assez global à organiser. Et vous évoquiez la question des brevets. Vous êtes une spécialiste de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, est-ce qu'on est aussi bien protégé en France sur l'innovation qu'aux États-Unis? Oh oui. Oui, on a des systèmes assez transposables avec des droits qui se déposent. Donc, en fait, on dépose un brevet et après, on l'étend dans les différents pays dans lesquels ça a du sens qu'on exploite son brevet. Donc oui, on est plutôt très bien protégé en France du point de vue de la propriété intellectuelle. Et puis, la réglementation, elle est mondiale. En fait, Non, ça reste quand même des droits nationaux, mais oui. Oui, mais c'est le corpus, c'est le même. Quand je dépose des brevets de mémoire, il est dans tous les pays, quoi. Sur la réglementation, quand même... c'est plus facile de déposer des brevets aux États-Unis quand même qu'en Europe. Oui, en fait, il y a une condition. On dépose une technologie quand on dépose un brevet. Et il y a la condition de la nouveauté, donc du caractère inventif de ce qu'on fait. Et en fait, cette condition, elle s'applique dans quasiment tous les pays et elle s'apprécie parfois avec des bémols selon les différents pays. Mais en France, on a un pays quand même qui fait un contrôle en matière de brevets a priori au moment du dépôt, qui vérifie qu'effectivement, sur la base des données accessibles, que ça reste une innovation. Mais vous avez des choses analogues dans d'autres pays. Donc non, pour le coup, chacun a son analyse, mais il n'en demeure pas moins qu'en France, on est un pays assez protecteur. Rien. Sur la réglementation, je veux juste dire qu'en matière d'IA, il y aura des enjeux de brevet importants. Oui, il y a aussi tout un règlement... Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on pourra breveter ou pas, justement. Il y a aussi tout un autre aspect qui est la réglementation qui est en cours de trilogue européen, qui va être le règlement sur l'IA, le AI Act. Et avant d'être aussi optimiste sur son sort, je pense qu'il faut être particulièrement minutieux sur la façon dont celui-ci va pouvoir évoluer, parce que la reddition de comptes qu'on va pouvoir imposer à des niveaux plus ou moins stricts aux entreprises qui développent par exemple des modèles de fondation ou autres, va permettre ou non de voir advenir une innovation au sein de l'Union européenne, aussi bien pour les entreprises d'une part qui développent les modèles que les grands groupes ou les ETI qui les utilisent. Et on a là... la France a une voix un petit peu différente peut-être de celle de ses voisins sur le sujet de l'AI Act. Là-dessus, le gouvernement, en tout cas, exhorte à ce qu'il y ait une réglementation, certes, qui soit protectrice des utilisateurs, mais qui permette de faire advenir l'innovation, justement, comme vous le disiez, pour pas qu'il y ait un avantage ou une distorsion de concurrence, parce qu'elle va continuer à advenir en Chine ou aux États-Unis. Vous vouliez ajouter quelque chose, Vanessa? Non, pas spécialement. Bon, il y avait aussi l'idée, qui n'est pas forcément familière en France, qu'en plus, les talents coûtent moins cher ici. Eh bien oui, parce qu'il y a moins d'escalade sur les salaires.
Je peux vous dire que ceux qui développent les modèles les plus sophistiqués, y compris dans les grands groupes américains, sont assez uniques. En tout cas, c'est ce qui se dit dans la presse américaine. À vérifier, alors. Ah, Ouais. Le salaire ils moyen. prennent pour un pays Ah bah bien développé. sûr. Déjà, Pas un pays sous-développé, mais avec Pardon. moins de compétition sur le salaire. Ouais. on est de toute façon sur une base de salaire moyen en France et en Europe qui est bien inférieure à celle des États-Unis. Donc de toute façon, on ne part pas de la même chose. Donc c'est pas très étonnant qu'on ait. Après, la technologie et la technicité se payent évidemment. Sauf que moi, les salaires qui augmentent le plus vite chez moi, c'est les data scientists. Mais bien sûr. Ouais. Et heureusement, parce que Heureusement. sinon, Oui, mais peut-être, Alain, que si tu allais les chercher à San Francisco, ça te coûterait encore plus cher. Tu vois. Probablement. Probablement. possible. Alors, on va parler de cette métamorphose de Twitter à X. Ça s'est passé cet été, au mois de juillet. Eh bien, le petit oiseau bleu a disparu pour laisser la place à cette lettre X. Bon, alors, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes déjà plutôt séduit, plein d'espoir, complètement atterré par cette modification, inquiet ? Vanessa? Alors, pas spécialement inquiet. Effectivement, je pense qu'il a voulu créer un renouveau. Il a voulu faire parler de lui en disant que finalement Twitter c'est fini et que c'est balayé et que ça s'appelle X. Je vois, j'ai regardé le site les différentes communications. Il continue quand même un peu à utiliser le mot, l'ancienne marque Twitter, et il a gentiment évolué vers ce X. Ce qui a été intéressant en matière de propriété intellectuelle là-dessus, c'est qu'en réalité, on n'a pas trouvé de marque déposée X et que tout le monde s'est indigné en se disant mais qu'est-ce qui se passe X, il y a déjà d'autres marques déposées, notamment par des sociétés type Meta Microsoft, et autres, Microsoft. Une école d'ingénieurs célèbre en français. Une école d'ingénieurs, oui, effectivement. Et donc, comment il peut choisir de s'appeler X? Et c'est assez intéressant, c'est que la jurisprudence, du moins européenne, s'est déjà positionnée à plusieurs reprises sur le dépôt en tant que marque de la lettre, donc pas de la lettre logotisée comme vous le montrez à l'écran, mais de la lettre. Et il a été considéré à de nombreuses reprises qu'en fait, c'est pas un signe qui a une valeur de marque. C'est un signe comme un signe qui crosse, un symbole, un signe décoratif, et pas un signe qui a une valeur de marque en tant que tel. Donc en réalité, ce qu'il a mis en scène comme quelque chose qui ressemblerait peut-être à de l'improvisation, à mon avis, était loin d'être de l'improvisation pure. Il a dû se renseigner assez largement, se dire qu'à l'instar de l'Europe, c'était sans doute pareil dans d'autres pays, et que ce qui faisait la différence, c'est le logo sur lequel apparemment il a laissé libre cours à l'imagination des différents internautes pour essayer de faire évoluer ce logo. Donc, pour moi, c'est une nouvelle mise en scène, évidemment, et c'est plutôt un coup marketing intéressant, parce qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas entendu parler de Twitter, de X, leur nouvelle manière de faire, de communiquer. Donc c'est un coup marketing assez intéressant. Adrien? J'ai l'impression qu'on arrive un peu à la limite des réseaux sociaux tels qu'on les connaît aujourd'hui. Je pense qu'on a besoin d'alternatives viables, c'est-à-dire des réseaux sociaux qui... Les réseaux sociaux tels qu'ils sont bâtis depuis 15 ans, et ça s'accélère en ce moment avec le doom scrolling, cette captation des attentions permanentes, ces modèles d'affaires qui sont basés sur le fait que vous passez de plus en plus de temps et qui sont une forme de développement aussi d'addiction, alors que la promesse initiale, c'est de reconnecter les personnes, de reconnecter aussi bien en ligne de manière créative ou hors ligne justement. J'espère qu'il y aura d'autres réseaux sociaux qui émergeront, parce que je ne suis pas sûr que ce soit le modèle... Sur un autre modèle, alors. Sur un autre modèle. Et je pense que le modèle... Parce que là, la sortie de Threads par Meta, bon, ça bouscule pas la donne. Hein. Oui, je pense en fait que le X est en réaction justement à la sortie de Threads, qui a fait un peu de bruit et qui a rencontré un énorme succès. En termes de com, oui, c'est-à-dire qu'il a repris la parole, Elon Musk. La main et la parole. Et je pense qu'il y a des nouveaux modèles qui peuvent être créés. On a vu avec Mastodon, qui était un réseau social décentralisé, la difficulté d'en faire un réseau social périn. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent, il est très intéressant dans ses fonctionnalités. Et je pense qu'il y a d'autres projets qui peuvent aussi émerger et qui pourront proposer des modèles de captation d'attention qui soient complètement différents. Je pense que... Après, Elon Musk, lui, justement, va en faire autre chose de ce X par rapport à ce qui était Twitter avant. Par une analogie avec WeChat, qui est personnellement, de mon point de vue, pas particulièrement rassurante. C'est-à-dire que le modèle de la super app avec le sous-jacent du social credit scoring qui est quasiment imposé dans certains pays en Asie, personnellement, moi, me convainc pas. Mais la super app dans laquelle on va pouvoir à la fois nouer des relations, débattre, mais aussi acheter, bon, ça vous semble quelque chose qui peut fonctionner en Occident? Parce qu'aujourd'hui, c'est un modèle qui fonctionne en Chine. pour moi, il y a deux critères. C'est quoi le modèle d'affaires?
Ouais. Est-ce qu'on est en train de demander aux personnes, est-ce qu'on repose sur la captation des attentions et on leur finalement crée des mécanismes qu'on appelle les dark patterns. Enfin, au Conseil national du numérique, on a pris beaucoup de temps à étudier cela. Ce sont des modèles qui sont pas forcément... qui sont plutôt au détriment des utilisateurs. Donc, je pense que, finalement, qu'il y ait des super apps, il y a plusieurs manières de les construire, mais la question sous-jacente, c'est quel est le modèle économique et comment, qu'est-ce que ça permet aux utilisateurs dans leurs interactions. Alain, ça devrait vous plaire, ça, parce que, bon, Elon Musk... Sa folie, là, comme ça, de faire des coups au milieu de l'été. Et puis surtout, changer de modèle, parce qu'il change aussi de modèle économique. Hein. Ouais. Il passe à un modèle payant. Déjà, on ne tweete plus, on va xer. Sur plusieurs points. Un peu de mal. Ouais. Simplement, il faut quand même réfléchir. Parce que, on peut tweeter sur X. On peut tweeter sur X, effectivement. Alors, le logo Twitter, effectivement, il est un peu daté maintenant, donc c'était pas idiot de faire un grand coup de jeune. Il a quand même 15 ans, donc c'est plus vraiment d'actualité. Donc, je trouve que sur le plan marketing, il fallait forcément faire quelque chose. Et puis, on rachète une boîte, on est le patron, on change des choses. Donc, jusque-là, rien à dire. Après, par rapport à tout ce qui vient de s'échanger, effectivement, il y a un modèle de super app qui est personnalisé par WeChat, incarné par WeChat, et qui marche très bien, et qui fait l'intégration horizontale. Donc, en termes de modèle d'affaires, si ça marche pas, ça va marcher, peut-être ça, puis lui va plutôt aimer ça, lui va plutôt aimer ça, et si j'ai tout horizontalisé chez moi, tout va mieux. C'est Google, avec Google Maps et toute la suite, et que l'Union européenne a cassé. Ce qui fait que je ne sais pas si une super app en France marcherait comme ça, parce qu'à un moment, on va dire, attendez, vous ne laissez pas la place à la concurrence, patati, patata. Donc, le modèle d'affaires super app, c'est pour moi un modèle vertueux, au sens où on minimise les risques et on prend les gens en 360. Donc, le même client, je maximise son panier moyen. Voilà, quel qu'il soit. Mais c'est un modèle qui commence à dater aussi, et c'est évidemment pas du tout en faveur de l'utilisateur. Ils sont tous là pour prendre de l'argent à l'utilisateur, donc on n'est pas du tout dans la défense de l'utilisateur. Maintenant, mais néanmoins, aujourd'hui, c'est le modèle qui marche, donc Elon Musk y aille, pourquoi pas, mais Thread, associé à Insta, associé à ce qu'il est en train de faire... C'est pas ça là y aller, hein, parce que chez Meta aussi, pour Instagram, ils travaillent de plus en plus sur ce social commerce. Tout ça va dans le même sens, évidemment. Est-ce que c'est le modèle pérenne de l'avenir? Je n'en sais rien, parce que c'est quand même un modèle qui a une quinzaine d'années, où les utilisateurs commencent à se dire ça m'embête un peu. Alors le social scoring, je ne suis pas très inquiet pour l'Europe, hein, je suis peut-être trop optimiste, mais je pense qu'il y aura suffisamment de levée de bouclier. Sur Twitter, les gars disent je quitte Twitter parce qu'il faut que je donne mon nom. Donc on en est là. Donc la partie verte que j'aime bien chez Elon Musk, c'est effectivement donner votre nom sur Twitter. Mais à l'inverse, l'algorithme de Twitter, c'est de plus en plus, je marginalise des communautés qui sont très très fortes entre elles et qui se tapent sur la tête avec les autres. Et donc, je fragmente une société, je la réconcilie. Alors, il a installé les notes, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des communautés je ne sais pas comment je peux les appeler, je les appelais les twittos avant, enfin bon, d'adeptes de X qui... non, c'est pas mieux. Bref, des utilisateurs de ex-Twitter nouveau X qui peuvent commenter, mettre des notes justement sur les posts. Ça, c'est une façon de répondre au problème de bulle informationnelle, de fake news. Oui et non, parce que... Ça ne plaît pas trop aux politiques, d'ailleurs. Non, mais ce qu'on constate quand même, c'est que les gens sont de plus en plus agressifs les uns avec les autres. Donc, le ton moyen... oui, ça installe quand même une modération à la Wikipédia. Et puis, sur ce modèle payant, il y a quand même des choses aussi qui sont très surprenantes. On peut être rémunéré maintenant par Twitter. Comme sur les... Oui, comme sur si YouTube, on est un utilisateur assidu. Ouais, enfin, il n'y a pas que l'idée de la super app, il y a aussi une nouvelle façon d'appréhender le réseau social. Et qu'il l'a fait avant, il fait du freemium, c'est-à-dire qu'effectivement, il peut rémunérer, il peut faire payer les gens, il peut rémunérer les gens. Vous avez payé pour avoir un compte validé, certifié? Pas, non. Non plus. Mais ça va pas. 8$ par mois, non, ça vous tente pas? Parce que de plus en plus, si on ne paye pas, on aura accès à moins de services, moins d'informations aussi sur Twitter. Hein. Et puis on pourra moins tweeter, ce qui fait que tous les comptes professionnels sont obligés de passer en mode payant. Ouais. Parce qu'un compte professionnel... Et puis alors, si on n'a pas de compte sur X, on ne peut même pas consulter des pages sur X. Après, on ne peut plus les consulter. C'est une entreprise, hein. Je veux dire, c'est pas un service public, ils ont le droit de proposer leur domaine. Il y a plein de choses qu'on peut contester sur Twitter, sur X, sur Elon Musk. Je pense qu'aussi... il a certains mérites qui sont souvent diabolisés en France. Enfin, je veux dire, on est sur un spectrum d'analyse en France où, à chaque fois, quand on lit les articles, ils sont assez répétitifs, je trouve. Ce n'est pas quelqu'un pour lequel je voue une admiration particulière, mais je trouve qu'il manque de nuances parfois
les interprétations qui sont faites de quelqu'un qui pousse certaines innovations qui peuvent déranger. Mais et qui dit finalement qu'il faut avoir moins de dépendance avec la pub, avec le modèle publicitaire. Ça, c'est pas inintéressant non plus. En tout cas, il y a plus de nuances qui est nécessaire lorsqu'il introduit quelque chose. Je pense qu'il personnifie quelque chose qui dérange beaucoup en France, peut-être à tort ou à raison, mais du coup, on s'arrête sur sa personne, là où souvent, je pense qu'il a beaucoup plus incarné son entreprise, alors que d'autres grandes entreprises américaines, qu'on appelle souvent les big tech ou avec d'autres acronymes que vous avez précédemment cités, sont jamais autant incarnées par leurs dirigeants. Et je pense que là-dessus, il y a véritablement une distinction. Vous pouvez demander en faisant un sondage dans la rue qui connaît le PDG de Microsoft. Je pense que peu de personnes le connaissent. Peut-être que Jeff Bezos un peu plus. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde... Mark Zuckerberg, quand même, pour Meta. Tout le monde connaît Elon Musk. Oui, mais c'est intéressant quand même de voir... C'est intéressant la bataille d'ailleurs entre les deux. Entre Google et... Là, qui n'a pas eu lieu. Mais les deux fondateurs de Google, clairement, ils sont mis en retrait. Ils n'étaient pas pour être sous le feu des projecteurs. Allez, on termine avec cette keynote Apple qui a été annoncée pour le 12 septembre. C'eût été un grand événement par le passé. Aujourd'hui, on sait déjà à peu près ce qu'on va nous annoncer. Un nouvel iPhone, un iPhone 15, sans doute décliné sous 4 versions, avec une différence entre des versions pro et plus grand public. Voilà, vous en attendez quoi? Vous dites, tiens, il pourrait me surprendre Tim Cook, mais avec quoi? Alain, tout est dit. Enfin, voilà, il y a eu le 14 l'année dernière, il y a le 15 cette année, le 16 début. Okay. Ils sont sur 4 modèles, très bien. Il y a une montre. C'est peut-être dans le système d'exploitation iOS 17 qui va être disponible avec des nouveaux types d'applications. On est vraiment de l'intelligence artificielle. C'est l'innovation incrémentale. Cette année, je ne vois pas autre chose que l'innovation incrémentale, ce qui est très bien. Mais on fait quelques années d'innovation incrémentale, et puis à un moment, il faut sortir un iPad, il faut sortir un iPhone. Un casque peut-être. Personnellement, j'attends rien de cette annonce, de cette keynote-là. Et les dernières, souvent, je ne les suivais pas non plus. Mais il ne faut pas oublier la toute précédente, qui était sur le masque de réalité mixte, on va dire. Et celle-là, il faut quand même pas sous-estimer que derrière, ils sont quand même capables... Parce qu'on est tous un peu dans une... Je ne sais pas si c'est une ambivalence de nostalgie de Steve Jobs en train de dire, bon, c'était mieux avant, les grandes annonces étaient avant. La dernière annonce pour l'écosystème, c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais a été extrêmement suivi sur le masque de réalité mixte. Et donc peut-être parce qu'on a la puissance marketing d'Apple derrière, donc on se dit c'est la naissance d'un marché. C'est aussi une vraie innovation. Vanessa, qu'est-ce que vous en attendez de cette keynote ? Pas grand-chose non plus, effectivement. Chaque année, ça évolue un peu et on attend encore la vraie innovation. Moi, j'ai une start-up américaine qui propose un écran un peu comme l'iPad grand public qui est en vraie réalité augmentée. Donc, vous voyez les images qui viennent à vous et j'ai fait un test, ça s'appelle Luma, sans faire de publicité évidemment. Mais quand vous pouvez télécharger un film, quel qu'il soit, et ça vous le crée dans ce type de réalité. Donc, à mon avis, en fait, chaque année, il y a des petites innovations qui fait que parfois, on passe des gros gaps et que là, ça devient intéressant. Ouais, finalement, on ne se rend pas compte de cette transformation numérique qui est apportée par les nouveaux appareils aussi. Après année, finalement, le gap est moins grand et on s'en rend moins compte, mais ça reste... Bon, on n'a pas le temps de dire grand-chose d'autre sur l'ActuTech. J'avais d'autres petits sujets, mais je vais quand même vous annoncer qu'on connaît désormais le rapporteur général de la loi pour sécuriser et réguler Internet. Il s'agit du député Paul Midi et il sera en plateau dans Smart Tech. Je fais de l'autopromo pour l'Actu, c'est ça aussi. Et oui, merci beaucoup Vanessa Bouchara, avocate spécialiste en propriété intellectuelle, Alain Staron, président d'Artifil et Adrien Badevant, avocat spécialiste en droit des technologies, et également au Conseil numérique, national du numérique. C'était Smart Tech, merci à tous de nous suivre, on se retrouve très bientôt.